Bonjour, je m'appelle Jennifer Banguio, je suis praticienne et formatrice en psychogénéalogie et voici mon index ABC. Le portrait de Jennifer que l'on vous propose aujourd'hui avec cette phrase qui dit « Et si la clé de votre libération émotionnelle se cachait dans notre héritage transgénérationnel ?» Ça va parler à tout le monde. Bonjour Jennifer. Bonjour Marc. Merci d'être là. Merci de m'accueillir. La rebelle de service. C'est comme ça qu'on vous a qualifié. Oui, longtemps, oui. Bon, vous êtes calmé? Oh, je sais pas. Aux yeux de certains, oui. Aux yeux d'autres, non, peut-être. Et vous aviez un problème avec l'autorité? Ah non, oui, un petit problème avec l'autorité. Et ça, la première question, c'est de se dire, c'est du transgénérationnel? Alors, moi, j'y vois du transgénérationnel dans un fort besoin de liberté. Et c'est vrai que dans mon histoire familiale, je suis en partie d'origine antillaise. Et donc, on connaît l'histoire des Antilles, de l'esclavage. Donc, il y a eu en effet à un moment une privation totale de liberté. Et c'est une des valeurs qui est assez fondamentale en effet pour moi et qui s'est exprimée dans l'adolescence et dans ma jeunesse d'une manière un petit peu forte peut-être. Un peu virulente. Un peu, oui. Ouais. Alors, certains, et alors je me fais évidemment l'avocat du diable, donc je pousse un peu le bouchon sans doute, mais c'était de dire, est-ce que c'est pas un peu facile parfois de se retrancher sur le transgénérationnel quand on vit quelque chose de difficile dans son quotidien et dans sa vie de tous les jours? Oui, je dis toujours, attention, c'est pas parce qu'on est lié à notre héritage transgénérationnel, à notre héritage familial, qu'on doit un petit peu dire, bah, c'est la faute à mémé, c'est la faute à pépé, et je me déresponsabilise de tout ce que je vis. C'est vrai. Vous avez été dans cette Non, parce que quand j'ai découvert le transgénérationnel, j'avais déjà fait un travail sur moi. Okay. Peut-être qu'à 18 ans, je l'aurais vécu autrement. Mais non, j'avais déjà ce recul de me dire, OK, j'ai cet héritage, qu'est-ce que j'en fais? Et ça, c'est ma responsabilité. Les amis, quelques secondes pour interrompre ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous connaissez sans doute la chaîne YouTube ABC Talk TV pour découvrir des thérapeutes, des accompagnants de vie, des coachs, des experts. Ils sont tous inspirants. Ils partagent leur parcours évidemment et leurs connaissances. Et vous pouvez les retrouver également sur la plateforme dédiée que nous avons montée qui s'appelle l'Index ABC. C'est une sorte d'annuaire, gros annuaire pour sélectionner l'ensemble de ceux qui peuvent composer ces références. Et je parle de médiums, de kinésiologues, d'énergéticiens, d'hypnothérapeutes, des psychologues et bien d'autres. Vraiment, on a fait un panel très éclectique et j'ai vraiment souhaité vous aider à trouver celui ou celle qui pourrait correspondre à votre besoin du moment. Alors pour ça, je les ai tous interviewés, ils sont tous venus s'installer sur ce plateau et vous allez pouvoir donc les écouter, reconnaître leur parcours de vie inspirant, je le disais, sur une plateforme désormais, indexabc.fr. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le transgénérationnel a révélé de vous? Ça m'a permis en fait de comprendre certains schémas répétitifs, certains schémas toxiques. Ça m'a permis aussi de comprendre à quoi je pouvais m'identifier, parce que finalement, on a tendance à s'identifier à quelque chose. Et la rebelle, pourtant que je suis, avait tendance aussi à s'enfermer dans des cases, dans des étiquettes, etc., qui se voulaient peut-être un peu rebelles, mais qui finalement étaient d'autres cases. Donc, c'est sortir d'une case pour aller dans une autre. Et ça m'a permis finalement de me dire que je pouvais sortir de ça et que j'avais pas besoin de m'identifier à certaines choses pour exister. Et c'est surtout ça qui a été impactant pour moi. Bon, comment vous découvrez cet univers du transgénérationnel? Comment il arrive à vous? J'ai envie de dire par hasard, même si j'y crois pas beaucoup, mais j'avais déjà créé By Esprit Naturel, j'étais dans l'accompagnement, je faisais des soins énergétiques, j'accompagnais des femmes, donc j'étais dans ce milieu-là. Et un jour, je tombe sur le transgénérationnel. Alors, j'en avais déjà entendu parler, mais sur la psychogénéalogie. Et donc là, je commence à m'intéresser à la psychogénéalogie, pour moi, dans un premier temps. Et là, pour moi, c'est une révélation. Et en fait, ça me donne vraiment la sensation que c'est la pièce du puzzle, finalement, qu'il manquait et pour moi et dans ma manière d'accompagner. Parce que j'accompagne sur des problématiques, finalement, qui sont assez répétitives, du relationnel au travail, estime de soi, confiance en soi. Et parfois, j'avais cette petite frustration de peut-être ne pas réussir à aller au bout de certains points ou comme me sentir bloquée à certains endroits. Et j'avais cette sensation qui me manquait comme une petite pièce de puzzle parce qu'on remonte dans l'enfance, on fait le lien évidemment avec les parents, etc. Sauf que je n'avais pas cette pièce du puzzle du transgénérationnel, du vécu des aïeux finalement, dont j'allais pas du tout regarder l'histoire. Et ça m'a permis de comprendre beaucoup plus de choses et d'aller plus loin. Et de mettre vraiment des nouvelles clés sur ce que je pouvais vivre dans un premier temps, et puis après je l'ai utilisé pour accompagner. Alors qu'est-ce que, justement, si on rentre, alors pas nécessairement dans l'intime, mais qu'est-ce que ça a révélé chez vous, très concrètement? Qu'est-ce que vous avez appris de vous?
Plein de choses, mais principalement ma relation aux hommes, les relations amoureuses. Moi, j'ai vécu une relation avec le père de ma fille qui a été très compliquée, très violente, de laquelle je me suis extirpée quand je suis devenue maman. Mais c'est vrai que ça a toujours été un sujet compliqué pour moi. Mais c'était répétitif? Vous étiez dans cette répétition? Ce qui était répétitif, en fait, c'était une certaine, finalement, peur de l'engagement et finalement, un besoin d'être seule, un besoin de me débrouiller toute seule. Évidemment, consciemment, je n'ai pas choisi, je suis pas allée toute heureuse d'aller dans une relation toxique. Bah oui. Mais c'est vrai qu'avec le recul, j'ai remarqué que finalement, soit j'attirais des relations qui n'étaient pas faites pour moi, voire celles-ci qui étaient très toxiques, soit quand c'était quelque chose qui semblait sain, je prenais la poudre d'escampette. Et ça, c'était très répétitif. Et donc, je ressens aussi, et c'est marrant parce que mon père même me le dit, depuis que t'es ado, t'as un problème avec les hommes, t'es en colère, dès qu'il y a quelqu'un qui vient te parler, tu sors les griffes, etc. Donc ça, c'était quelque chose de très répétitif, finalement, une espèce de colère sourde, dirigée vers la jante masculine. Alors, il y a ce que j'ai vécu, mais il y avait autre chose derrière. Je pouvais pas dire, c'est parce que j'ai vécu ça, et ça s'arrête là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très identifiée à une femme de ma famille qui n'a pas vécu la même chose que moi, mais qui est l'archétype de la femme forte, qui élève ses enfants toute seule, qui se débrouille seule. Et c'est vraiment l'étiquette que j'étais en train de me mettre, la Wonder Woman, toute seule avec sa fille, qui a besoin de personne, etc. Et qui était cette femme? Ma grand-mère. Okay. Ma grand-mère paternelle? Ma grand-mère paternelle, okay. Ouais, qui est une femme, qui est pour moi l'image de la femme forte, qui a élevé seule ses 5 enfants, qui n'a pas vécu la violence comme je l'ai vécu, mais qui a vécu une autre forme de trahison, et qui s'est retrouvée vraiment à tout gérer toute seule. Et j'étais en train de répéter ce schéma de manière différente. C'est pas forcément identique, mais je répétais vraiment le schéma de la femme forte qui se débrouille toute seule, avec sa fille, etc. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, maintenant que vous savez, vous n'êtes plus nécessairement cette femme forte qui se débrouille toute seule? C'est ça. Je me suis désidentifiée de cette Wonder Woman finalement. J'ai accepté de baisser les armes parce que j'étais vraiment dans une espèce de colère tout le temps. Finalement, derrière ça, derrière le « j'ai besoin de personne », il y avait une colère. Et donc, j'ai réussi à aller regarder un petit peu ce qui se jouait derrière toutes les histoires aussi que je me racontais, parce qu'on se raconte pas mal d'histoires. Et que finalement, j'aimais quelque part cette image de femme qui était sortie d'une histoire violente, qui se débrouillait toute seule avec sa fille, qui avait lancé son activité. C'était quelque chose finalement à laquelle je m'identifiais et qui me faisait du bien parce que voilà, c'était un peu l'image qui me façonnait, quoi. Je me mets un instant à la place de votre père. C'est donc la mère de votre père. Oui. Est-ce qu'il y avait pas presque une part culpabilisante pour votre père que de savoir que vous aviez, entre guillemets, peut-être hérité de ce caractère-là, de cette force de caractère-là? Vous en aviez parlé avec lui, de ça? Un petit peu. J'en parle pas énormément. Mes parents savent ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est un monde dont je ne parle pas énormément à ma famille parce que c'est pas forcément des choses qui vont leur parler. Ou alors mes parents, ça va les intéresser. Mais on va rester un petit peu en surface. Donc je pense pas qu'il y ait cette culpabilité. Et puis j'aime bien l'amener de manière totalement déculpabilisante, même avec les personnes que j'accompagne, etc. En tant que mère, je sais qu'on continue à transmettre des choses. Et pour moi, ça fait partie aussi du but et de la mission de la vie. C'est-à-dire qu'on est venu travailler des choses, comprendre des choses, vivre des choses, et expérimenter. Si on efface tout ça, il nous reste plus grand-chose. Donc l'idée, c'est pas d'effacer l'ardoise, mais de composer et de voir ce qu'on fait avec, quoi. Et vous l'avez fait d'abord pour vous, j'imagine, et pour le lien que vous avez avec votre fille? Oui. Pour pas qu'il y ait cette répétition, qui plus est? Oui. Alors, c'est vrai que quand on fait le travail sur soi, on allège. Alors, on appelle ça transmission de la patate chaude. Quand on parle des héritages, c'est Anne Ancelin, Toussaint-Berger qui disait ça. La transmission des patates chaudes, donc les héritages lourds, parce qu'il y a aussi des choses sympas qui se transmettent. C'est vrai que quand on travaille sur soi, on allège finalement les valises qu'on laisse à nos enfants, etc. Et puis ma fille, c'est ce que je fais, j'en parle beaucoup avec elle. L'idée aussi, c'est qu'il n'y ait pas de non-dit sur l'histoire familiale, qu'il n'y ait pas de secret, parce que c'est à ce niveau-là que ça impacte davantage. Donc moi, c'est une chose à laquelle je tiens. Je ne fais pas de secret. Il n'y a pas de secret, je ne cache pas de choses à ma fille, et ça, c'est important. Et ça, en l'occurrence, les secrets de famille, il y en a quasiment dans toutes les familles. Oui. Est-ce que ça veut dire que quand on ressent un mal-être, quel qu'il soit, un non-alignement de quelque nature que ce soit, il faut aller rechercher ça? Il faut aller essayer de déterrer un peu ces secrets de famille? Est-ce que ça vous semble presque une obligation pour enfin se soulager et couper?
Il faut être prêt quand même. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller remuer et d'aller regarder un petit peu ce qui se passe. Et puis qui ne savent pas non plus où aller chercher, comment, non. Je veux dire. Non, voilà. Et c'est le but de la psychogénéalogie, c'est que souvent j'ai des personnes qui viennent, qui me disent, voilà, ma problématique, c'est que je vis ce schéma répétitif. Je me demande si c'est pas du transgénérationnel, et c'est moi qui va vraiment les amener, les inviter à aller investiguer, à aller comprendre les liens qu'elles ont d'affinité avec certaines personnes de la famille. Mais c'est vrai que c'est pas évident à le faire soi-même. Si on le fait soi-même, c'est qu'on a déjà finalement mis beaucoup de conscience là-dessus, qu'on a déjà compris qu'il y avait une transmission. Mais moi, en tout cas, ce que je dis toujours, c'est ne faites pas de secret. Et si jamais vous découvrez quelque chose, l'idée, c'est de pas continuer à en faire un secret. Des histoires un peu honteuses, un peu douloureuses, il y en a dans toutes les familles. Bien sûr. Depuis que je fais de la psychogénéalogie, je me dis Netflix, c'est la gnognotte. Ouais, c'est ça, c'est des enfants de cœur. Voilà, il y a des histoires dans toutes les familles, donc il faut pas avoir un regard honteux. On peut se dire, ok, est-ce qu'on peut pas décider finalement d'en faire quelque chose de beau aujourd'hui, même si l'histoire est douloureuse, même si l'histoire est difficile. Cette psychogénéalogie, ceux qui n'ont plus de grands-parents, par exemple, qui n'ont plus cette famille, qui n'ont plus la possibilité de remonter, on va dire, de manière physique, pour aller à la recherche et faire cette presque enquête, comment est-ce qu'on procède ? C'est souvent le cas, on me dit souvent, mais moi, tu sais, j'ai pas beaucoup d'infos sur ma famille, ou même des fois, les gens sont là, mais personne ne parle, ce qui est un très bon indice pour moi. Oui, c'est sûr. Quand personne ne veut parler. Et en fait, en psychogé, il y a vraiment des moyens de comprendre ce qu'on appelle les liens d'affinité avec les personnes de la famille. C'est-à-dire que sur un arbre généalogique, on n'est pas lié à tout le monde, et on n'a pas récupéré les fameuses patates chaudes, les valises de tout le monde. Ouais, ça, c'est déjà la première bonne nouvelle, parce que ça commence à faire beaucoup. C'est sûr. Et donc, on a ce qu'on appelle des liens d'affinité. Donc, rien à voir avec le fait de s'entendre avec la personne. On peut ne pas avoir connu du tout ces personnes-là. Mais il y a des choses qui mettent en lumière qu'on est lié à certaines personnes. Il y a par exemple les prénoms. Avoir le prénom de quelqu'un de sa famille, c'est pas anodin. Alors, il y a toujours l'histoire que les parents vous racontaient sur le prénom, et elle est très juste. J'aimais bien ce prénom, je voulais rendre hommage à ton grand-père, etc. Et puis, il y a la seconde histoire qui est en général plus inconsciente il y a quelque chose qui n'a pas été terminé avec ce grand-père, donc on continue à le faire vivre en te donnant ce prénom. Tu récupères pas qu'un prénom, tu récupères quelque chose avec un héritage, la valise qui va avec. C'est systématique, ça ? Oui. Quand on récupère le prénom d'une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui continue à vivre. Et souvent, c'est aussi des prénoms qui ont été mis au masculin, mis au féminin. Parfois, c'est des prénoms qui sont complètement transformés. C'est quand on regarde l'étymologie qu'on se rend compte que c'est la même. Donc, ça peut être caché. Et moi, c'est aussi mon travail d'aller comprendre directement au niveau des prénoms déjà ce qui se joue. Après, il y a aussi tout ce qui est date de naissance. Quand on a une date de naissance qui va être proche ou similaire à une autre date de naissance ou une date de décès d'un aïeul, c'est pas anodin, ça met en lumière le fameux lien d'affinité. Et puis, on a des petites choses comme la place dans la fratrie, qui va nous donner des indications. On dit l'enfant 1, c'est plutôt enfant côté du père, enfant 2, côté de la mère, le 3, plutôt côté du couple. Donc en fait, on a plein d'indices, et l'idée, c'est de comprendre ce qui corrèle dans le même sens pour pouvoir faire des hypothèses. En psychogénéalogie, on peut travailler sur des hypothèses évidemment solides. Donc on va avoir plusieurs indices qui vont dans la même direction. Même avec peu d'infos, on peut faire un travail. C'est ce que j'allais dire. Donc on commence par quoi ? Quelle est votre fonction, parce que la fonction de ce que vous préconisez, de l'accompagnement que vous préconisez, c'est vous qui allez faire ce travail de recherche. Oui, c'est moi ou les praticiens que je forme, parce que maintenant bien sûr, vous formez, on va y revenir. C'est-à-dire que moi, ce que je propose toujours, et ça j'y tiens et je le dis aussi aux femmes, parce que c'est souvent des femmes que je forme, c'est que mon approche, ce n'est pas d'aller directement fouiller dans l'arbre généalogique et de commencer à trouver des choses intéressantes. Parce que c'est un risque, finalement, d'aller ajouter des nouvelles croyances ou des nouveaux liens qui n'existaient peut-être pas. On n'a pas tout récupéré de l'histoire familiale. Donc, c'est important pour moi qu'on commence pas par l'arbre pour faire des liens sur la personne, mais qu'on commence de la personne, ce qu'elle vit, sa problématique, pour ensuite aller faire des liens sur sa famille. Donc, quelqu'un va venir me voir et m'a dire, voilà ma problématique relationnelle, avec le travail, avec l'argent, estime de moi, etc. Et j'ai besoin de mettre une compréhension là-dessus. Et moi, je pars toujours de sa problématique, de son objectif, de ce vers quoi elle a envie d'aller. Et après, je mets mes lunettes, mon filtre, pour aller comprendre un petit peu ce qui s'est joué dans l'histoire familiale. Alors donc toujours, je pars de la personne. D'accord, mais pour aller comprendre ce qui s'est joué dans l'histoire familiale, où vous allez chercher ? C'est-à-dire que si la personne vient me voir et qu'elle me dit j'ai des problématiques avec l'argent, je suis toujours endettée, l'argent me glisse entre les doigts, j'arrive pas, etc. Bon bah je vais mettre mon filtre, c'est-à-dire que je vais pas passer 10 ans sur les relations amoureuses par exemple, sauf si c'est passé quelque chose à ce niveau-là dans des couples, mais je vais regarder un petit peu au niveau du travail, le statut social, est-ce qu'il y a eu des problèmes d'héritage, est-ce qu'à un moment quelqu'un s'est fait
trahir, voler de l'argent, quelle est la croyance sur les personnes riches, quelle est la croyance sur les personnes pauvres. En fait, je vais axer mon regard vraiment sur tout ce qui se joue à ce niveau-là. Mais où vous allez chercher ces informations-là? En discutant avec la personne. Mais si cette personne ne sait rien de sa famille ou de ses aïeux? On n'a jamais 0 info. Non, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que des fois, c'est des petites choses, ça va être des petites phrases qu'on a entendues durant l'enfance. Ça va être, oui, je sais que mon grand-père, il avait lancé un projet ou une entreprise et que ça a capoté, je sais pas pourquoi. Okay. Mais moi, c'est plein de petits indices comme ça. Je me suis jamais retrouvée à me dire, là, on n'a vraiment pas d'infos, on peut pas travailler. On arrive toujours finalement à avoir des petites choses. Et j'ai aussi la croyance que quand on entame ce travail, c'est pas pour rien et qu'en fait, c'est le bon moment et que finalement, ce qu'on a va déjà nous permettre de faire un travail. Et puis, je les invite aussi à poser des questions, à chercher. On a des archives en généalogie, donc des fois, il faut faire des recherches. C'est ce que j'allais dire. En mairie, en préfecture, il faut aller chercher. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile que, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant sur Internet. C'est numérisé, C'est beaucoup plus simple qu'à une certaine époque. Mais il y a quand même beaucoup d'anciens qui se sont amusés à faire des arbres généalogiques, des recherches. Ils aimaient bien ça à l'époque. Donc, je dis toujours, quand vous parlez à votre famille, parlez pas psychogénéalogie, le psy fait peur. Mais par contre, généalogie, en général, les anciens aiment bien, ils ressortent les gros classeurs, les recherches qu'ils ont fait. Et en général, on arrive quand même à trouver des petites choses intéressantes. Et puis, j'ai les prénoms. Donc, les prénoms, j'ai parlé des liens entre les personnes dans la famille. Mais les prénoms peuvent aussi être très parlants. Il y a des prénoms où on entend littéralement... je vais donner des exemples. Violaine, bon, on entend le viol et la haine, par exemple, dans ce prénom-là. Désolée pour les violennes, il y a aussi des choses positives. Ah oui. Je vais prendre mon prénom, Jennifer. Moi, en plus, je me suis fait très longtemps appeler Jenny, et surtout pas Jennifer. Donc, il y a une part de mon prénom que je n'assumais pas et que je ne voulais pas sans savoir pourquoi. Je disais en rigolant, je garde le génie, je vire le faire. Et en fait, Jennifer, on entend je nie, du verbe nier, faire. Je nie faire. Donc je ne fais pas. Donc il y a un déni de quelque chose. Il y a quelque chose qui a été nié, il y a quelque chose... Et je dis toujours en rigolant, si j'avais pas compris, donc il y a le déni dans mon prénom, je suis née la Saint-Denise et je suis née à Saint-Denis. Je dis toujours si j'avais pas compris le message. C'est ça, c'est ça. Alors c'est bizarre parce que dans Jennifer, pourquoi vous prenez pas le mot génie? Ah, on prend tout. Ça veut dire que génie, c'est le positif. C'est pour ça que je dis Violaine, il n'y a pas que ça. On prend vraiment tout dans un prénom. Il n'y a pas que du négatif. Vraiment, il y a du génie, en effet. Il y a gène. Bon, je fais de la psychogénéalogie, voilà. Je suis dedans. On prend tout ce qu'on peut entendre dans le langage des oiseaux. On va regarder l'étymologie, l'histoire, s'il y a une histoire autour du prénom, un mythe autour du prénom, etc. Ça, c'est des indices. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme exemple? Il y en a plein. Vincent, venir sans. Donc ça peut parler des enfants qui peuvent avoir le syndrome du gisant. Le syndrome du gisant, c'est un enfant de remplacement. Souvent, c'est très inconscient. C'est un enfant qui arrive après un enfant décédé, par exemple, ou en tout cas, c'est un enfant à qui on a donné l'héritage d'une personne dont on n'a pas accepté la mort. Donc il y a des prénoms comme tous les prénoms avec ange dedans, Angélique, Angela, Angèle. Souvent, c'est qu'il y a un petit ange dont on n'a pas fait le deuil qui se balade dans l'arbre généalogique. Et ça, j'en ai eu plein, des Angéliques, des Angèles, ça s'est vérifié plein de fois. Le prénom Sylvie, si il vit, point d'interrogation, est-ce qu'il va le vivre? Sylvain, est-ce qu'il va venir? Donc tout ça peut parler d'enfants décédés ou de deuils qui ont été du mal... qu'on n'a pas finalement fait. Assumé, ouais. Donc effectivement, là pour le coup, il y a un travail de recherche, il faut remonter pour savoir à quel moment c'est possible. Est-ce que la psychogénéalogie, il faut remonter loin? Non. Si on remonte, moi en général, je vais jusqu'aux arrière-grands-parents et ça suffit amplement, mais je trouve que la génération la plus intéressante, c'est nos grands-parents. C'est pas une règle c'est pas nos parents. Non. C'est plutôt nos grands-parents. Donc en général, on a quand même des petites informations sur nos grands-parents. C'est pas si loin, on n'a pas besoin de remonter jusqu'en 1650. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des répétitions. Donc même si on n'a pas la source de la source de la source, finalement, ça se répète à chaque génération ou chaque 100 ans, on va dire qu'on revit grosso modo les mêmes choses. Puisque la transmission, ça va être soit l'émotion d'un trauma qui a été vécu, soit un événement qui va se répéter de manière identique ou similaire. Donc on n'a pas besoin de remonter très loin finalement pour voir tous les symptômes de ce qui se passe dans l'arbre généalogique. Ça doit être passionnant. Vous devez entendre des histoires et non seulement entendre des histoires, mais révéler des histoires aussi. Oui. Des choses où des gens arrivent, s'imaginent pas une seconde qu'ils vont devoir aller aussi loin
Et peut-être qu'ils découvrent des histoires, leur propre histoire. Exactement. Je parle souvent de l'arbre qui cache la forêt. Des fois, on vient avec une problématique et en fait, si on tire un peu sur la ficelle, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est sûr. Ça peut bousculer. Faut être prêt. Faut être prêt. Mais moi, j'essaye vraiment toujours de l'amener de manière très positive. C'est pas, voilà, on a tous des histoires lourdes. Faut pas avoir honte, faut pas être mal. On peut en faire quelque chose de bien. C'est vraiment l'image du marteau. On construit, on déconstruit avec. Bon, on choisit ce qu'on fait avec son histoire familiale. Ça peut être un tremplin pour des choses très positives. C'est effectivement quelque chose d'assez génial, d'autant que, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un vient avec en tout cas, un mal-être, quelque chose qui ne va pas dans sa vie, c'est qu'il y a une histoire du passé qui ressurgit, enfin, qui est le reflet de ce qu'il est aujourd'hui? Pour moi, on est forcément tous impactés par notre histoire familiale, par notre héritage transgénérationnel, de manière plus ou moins importante. Et en plus, il y a des périodes de vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent remonter à 40 ans, il y a des choses qui peuvent arriver 10 ans plus tard, etc., parce qu'il y a des moments clés. Et quand on est ce qu'on appelle en loyauté familiale, on peut aussi répéter des choses au même moment que l'aïeul avec lequel on a ce lien d'affinité. J'ai déjà vu, par exemple, des histoires familiales où tout le monde déclenche une maladie à 60 ans, où les hommes dépassent pas tel âge, etc. Donc des fois, ça va être des moments clés aussi de la vie qui fait que on va s'intéresser au transgénérationnel, mais pour moi, on est tous impactés. De manière positive aussi, hein, on a des transmissions de talents, de dons. Ça, on n'y touche pas. C'est ça, on les chérit. Mais c'est vrai que moi, j'ai tendance plutôt à travailler sur ce qui est lourd, ce qu'on a envie d'alléger. Et c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire que la personne prend conscience de son héritage et elle choisit, est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas, est-ce que j'ai envie de me désidentifier de ça, oui, non. En général, bon, si on vient, c'est que oui. Oui, c'est que oui. La plupart des gens qui viennent vous voir savent pourquoi? Oui, parce que pour moi, c'est important qu'il y ait au moins un minimum une intention. Et je le dis, en fait, j'ai pas envie que la personne arrive à la vue de la lumière, elle sait pas pourquoi elle vient. Je veux qu'il y ait au moins un début d'intention, même si ça évolue. Elle pourrait très bien dire, je viens parce que je sais que je ne vais pas bien, mais je ne sais pas pourquoi. Oui, bien sûr. Elle a pas besoin de savoir le pourquoi. Par contre, elle doit être en capacité au moins d'expliquer son mal-être et qu'est-ce qui va pas. Et moi, je pars de ça. Moi, je pars de ça. Alors, une fois qu'on a fait le constat, une fois que vous êtes remonté dans cette analyse et que vous savez d'où vient le problème, qu'est-ce qu'on en fait? On fait ce qu'on appelle la partie déprogrammation, en fait. On va déprogrammer le cerveau. Souvent, c'est des croyances et des choses qui sont ancrées. Donc, par exemple, j'ai une jeune femme qui vient me voir, problématique avec l'argent. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est vrai? Dans les problématiques. C'est le sujet qui revient le plus souvent, c'est dans le top 3. L'argent, les relations, l'estime de soi, c'est vraiment... J'aurais pensé, j'aurais mis l'estime de soi en 2 et j'aurais mis les relations amoureuses en 1. Ouais, bah c'est l'argent qui revient en 1. Ah, c'est vrai? L'argent, le travail, la réussite, c'est vraiment une problématique qui revient très souvent. Je sais pas si c'est moi qui attire ça. En tout cas. Ça doit vouloir dire quelque chose, attention! Moi, j'ai fait ce travail, hein. J'ai eu cette problématique aussi. Mais je les ai eu sur les trois. Donc, les 3 sujets, voilà, c'est ça. Ok, bon, vous avez fait la totale. Bon, très bien. J'ai tout testé. Et donc, j'ai une femme qui vient me voir, qui me dit, voilà, je sens que j'ai un blocage avec l'argent. Dès que j'en ai, impossible de le garder, il me glisse entre les doigts. Je galère. Dès que j'ai des opportunités, je sabote le truc, etc. On va creuser dans son histoire familiale et on se rend compte qu'il y a une grand-mère qui a eu, à un moment, beaucoup d'argent, qui s'est associée professionnellement avec quelqu'un qu'elle connaissait, un ami, et en fait, cet ami l'a dépouillé, l'a trahi, mauvais investissement, il est parti avec l'argent, donc elle se retrouve avec une trahison amicale, et en plus, elle perd tout, financièrement parlant. Et en fait, à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ancre, parce que c'est un trauma, il y a quelque chose qui s'ancre, avoir de l'argent, mayday, c'est quelque chose de négatif, je risque de me faire trahir par mes proches, et je perds tout, en fait. Je risque de tout perdre, et c'est dur, ça fait mal. Donc, cette cliente qui vient me voir et qui me dit, mais moi, je fais tout pour gagner plus d'argent, et j'ai fait des coachings, et j'ai lu des livres, et j'ai fait plein de choses, mais je comprends pas, ça ne marche pas, ou dès que j'en ai, la voiture qui tombe en panne, le frigo qui lâche, moi qui, je sais pas ce qui se passe, tout s'en va. Et en fait, oui, pourquoi? Parce que, consciemment, elle a envie de gagner de l'argent, mais son inconscient, il a dit, moi, je me souviens ce qui est ancré, en fait, dans les gènes, c'est que, attention, avoir de l'argent, c'est dangereux, on risque de se faire trahir et on risque de tout perdre. Donc, l'inconscient va tout faire pour qu'elle ne gagne absolument pas d'argent. Donc, il y a une dissonance. Souvent, je dis, c'est l'élastique qui tire dans le dos. Toi, tu as envie d'aller dans une direction et t'as un élastique, là, qui te tire à l'opposé. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va travailler pour rassurer l'inconscient et lui dire, tu peux, c'est tranquille, tu peux gagner de l'argent, tu ne risques rien, c'est quelque chose de positif, tu ne vas pas te faire trahir, etc. On change cette croyance de argent égale danger. Et comment, du coup,
ce travail On fait des exercices de déprogrammation, reprogrammation du cerveau. Donc, ça passe souvent par l'écriture, par des rituels. L'idée, c'est d'aller tromper le cerveau, en fait. Ou quand on va avoir, par exemple, des deuils qui n'ont pas été faits, parce que ça arrive souvent quand on perd des enfants. À une certaine époque, on perdait des bébés. Bon, ben, on en faisait un autre. Il n'y avait pas toute cette conscience qu'on a aujourd'hui du deuil périnatal, d'écouter ses émotions, etc. Donc, il y a des deuils persistants et puis le prénom de l'enfant revient à chaque génération, etc. Donc, on va faire symboliquement un rituel de deuil où on va enterrer quelque chose qui va symboliser l'enfant, le nommer s'il n'a pas été nommé, ça permet de le réintégrer dans le système familial. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre, même si c'est pas à l'époque, qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que c'est clos. Ce chapitre est clos. Il y a quelque chose qui est digéré, en fait. Parce que tout ce qui agit sur nous, c'est tout ce qui n'a pas été digéré. Le processus n'a pas été au bout. Il y a eu trauma, on n'a jamais guéri, on n'a jamais accepté, donc ça continue. Parce qu'il pourrait y avoir des histoires difficiles, mais si le processus a été fait, s'il y a guérison, s'il y a digestion, c'est OK, ça continuera pas à se transmettre. Voilà pourquoi c'est important aussi de faire attention à nos propres blessures émotionnelles. Mais alors, est-ce que ça veut dire aussi que la personne que vous avez accompagnée par rapport à sa problématique de l'argent, aujourd'hui, tout va bien? Ouais. Aujourd'hui, ça va. En fait, elle est millionnaire. Alors, elle n'est pas millionnaire, mais elle était entrepreneur et elle n'arrivait pas à faire démarrer son activité. Et donc, aujourd'hui, elle démarre son activité, elle démarre son podcast, elle se sent bien, etc. Et oui. Il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement. Ok, ça a un vrai changement. Je le vois aussi beaucoup dans les relations amoureuses. Ça, c'est un grand sujet aussi qui revient. Je travaille beaucoup avec les femmes, donc souvent quand on regarde dans les lignées féminines, c'est pas hyper glorieux quand on remonte à l'époque des grands-mères, des arrière-grands-mères, entre les mariages forcés, tout ce qu'il y avait autour des abus conjugaux, etc. La femme finalement n'avait pas beaucoup de place et dans le couple et dans la société. Et donc ça impacte finalement les femmes aujourd'hui qui sont en train un peu de batailler pour prendre leur place. Mais il y a ce fameux élastique dans le dos de l'héritage transgénérationnel qui fait que on a envie de quelque chose, mais on n'y arrive pas à y accéder, on n'arrive pas à prendre sa place, on n'arrive pas à se sentir sécurisé dans les relations, on a peur de l'engagement, etc. Et donc finalement, quand on va travailler là-dessus et que on prend conscience que ça nous appartenait pas directement, c'était lié à notre histoire, mais ça nous appartient pas directement. Et en fait, on peut le rendre avec beaucoup d'amour, mais on peut le rendre aux personnes qui ont vraiment vécu ce trauma-là, qui n'est pas le nôtre. À quel moment on sait que le travail a été fait? À quel moment on sait que voilà, c'est bon, vous avez une problématique avec l'argent? Comment on sait que c'est OK? Ça switch au niveau du ressenti. C'est-à-dire que quand on fait toutes ces phases finalement de libération, moi je continue à voir comment tu te sens, etc. Est-ce que tu sens que ça s'ouvre? Est-ce que tu sens que ça va mieux? Et finalement ça se sent, elles reprennent confiance. Dans leur quotidien, il se passe des choses. De toute façon, il se passe souvent des choses dès le début. C'est-à-dire que quand on rentre dans le processus de la psychogé, mine de rien, dans la famille, ça commence à bouger. Tout d'un coup, l'oncle, il commence à balancer des histoires sur la famille. Il commence à y avoir des personnes qui parlent dans la famille, etc. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge de manière plus ou moins subtile, mais il y a quelque chose qui se passe dans l'arbre généalogique. Alors, quid des personnes qui sont orphelines, adoptées, qui n'ont par définition pas de parents et donc pas d'histoire? Qui ont des parents adoptifs. Qui ont des parents adoptifs. Oui, ça m'est arrivé de travailler sur des personnes qui sont adoptées et moi je pars du principe, c'est une croyance, mais je l'ai vérifié en psychogénéalogie qu'on ne choisit pas non plus par hasard. Il y a de fortes chances. Ces parents adoptifs. Mais là vous travaillez seulement sur les parents adoptifs. Vous pouvez pas savoir quels sont les... Des fois j'ai les deux, ça m'est arrivé d'avoir les deux et en fait ce qu'on constate c'est qu'il y a des similarités dans ce qu'il y a à travailler chez les parents biologiques et chez les parents adoptifs. Et la dernière cliente qui m'autorise à raconter toujours cette anecdote que j'ai qui est adoptée, elle s'appelle Nadia. Et en fait, elle a découvert quand elle a fait des recherches sur sa mère biologique que sa mère avait fait un vœu pour un prénom qui était Nadia. Les parents adoptifs l'ont appelée Nadia et sa mère biologique voulait l'appeler Nadia. Évidemment sans savoir. Sans savoir. Ouais, ça, donc c'est une petite anecdote, mais pour moi j'ai vraiment cette certitude qu'on retrouve vraiment des choses similaires dans les arbres généalogiques des parents biologiques et des parents adoptifs. Donc, si on n'a pas d'infos sur les parents biologiques, on travaille sur les parents adoptifs, sur la famille adoptive. Oui, parce que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Si cette famille l'adopte, c'est qu'il y a évidemment une explication, mais ça ne retrace pas son histoire. Ah, si elle a aucune info, on peut. Alors des fois, il y a selon les cas de figure, on peut aller retrouver quelques petites infos. J'ai une cliente qui a déjà fait le voyage dans un pays pour retrouver sa famille. C'est des choses qui peuvent arriver, mais vraiment, on peut quand même faire le travail, même si on n'a pas accès à la famille biologique.
Est-ce que du coup, c'est pour ça que la question c'était de savoir aussi si c'est long ou pas. Visiblement, non, ça peut se faire assez rapidement les choses. C'est une thérapie brève, hein. On n'y passe pas des années. On me demande toujours combien de séances, etc. Bon, je travaille plus à la séance, moi je fais vraiment des programmes complets. Mais voilà, ça dépend des problématiques. En quelques semaines, quelques mois, selon les problématiques, on peut faire un chouette travail. Et des fois, il se passe des choses très vite parce que juste le fait de raconter son histoire, des fois, les personnes que j'accompagne, juste en se racontant, me disent mais le fait de te raconter, je savais déjà, mais là c'est comme s'il y a des connexions qui se font et déjà le fait que ça remonte à la conscience, il y a quelque chose qui se passe. Verbaliser la souffrance entre guillemets ou la problématique, ça change beaucoup de choses. Et vous devez avoir des histoires incroyables. J'ai plein d'histoires incroyables. Faut écrire. Mais c'est délicat parce que c'est pas les miennes. Oui, mais vous pouvez changer mais le nom. Peut-être qu'un jour, oui, j'essaye de partager des petites choses en gardant bien sûr l'anonymat des personnes que j'accompagne, mais oui, il y a des histoires incroyables, il y a des histoires effroyables aussi, malheureusement, parce que... Qui sont du coup découvertes, ces histoires? Qui sont découvertes, ou des fois, elles le savent déjà. Elles le savent déjà. Elles le savent déjà, et c'est vrai que, voilà, il y a des histoires familiales qui sont extrêmement dures. Ou des situations où la personne qui vient vous voir n'est pas au courant de cette histoire, va cheminer un petit peu dans sa famille, et sa famille lui dit « Mais comment tu sais ça ?» Ouais. Et c'est là qu'on voit, c'est ce qui est très intéressant, c'est que quand les personnes commencent à en parler dans la famille, on voit tout de suite qui s'engouffre dedans et a envie, et qui se ferme et ne parle pas. Et en général, c'est eux qui ont des infos. Je dis toujours, si vous parlez d'un sujet, que ça se ferme, c'est qu'il y a anguille sous roche là. Il peut y avoir de la frustration, des fois on se dit, et même moi je l'ai connu dans mon histoire familiale, on se dit, je sais que tu sais, mais tu veux pas parler, donc c'est pas évident. Après, on peut pas forcer les personnes qui ne sont pas prêtes à parler. Souvent, les secrets, c'est de la honte, c'est des choses dont on a honte, qu'on veut pas regarder en face, etc. Donc ça peut être très délicat, mais ça n'empêche pas de faire le travail, c'est le principal. Vous avez dit tout à l'heure, vous concernant, que vous êtes sur le trio, vous avez la totale. Argent, relation, estime de soi. Estime de soi. Et l'estime de soi? Pourquoi? Estime de soi parce que la place de la femme, l'image de la femme, en fait. Finalement, la femme, et ça, je le retrouve dans votre histoire, dans votre histoire. Oui. Et puis, voilà, d'un côté, j'étais quand même, je suis très liée à des histoires d'esclavage, donc on a été réduit à même pas des animaux, parce qu'on ne traite pas des animaux comme ça. Donc c'est vraiment, on enlève le prénom, on enlève tout en fait dans l'esclavage. Mais pourtant, toutes les Réunionnaises n'ont pas ce problème d'estime de soi, heureusement. Non, mais par contre, beaucoup ont des. Si on regarde tous ceux qui ont vécu l'esclavagisme dans leur histoire, ça va s'exprimer différemment. Beaucoup de colère, beaucoup de rébellion, beaucoup de problématiques avec la liberté, avec l'engagement. Ça va revenir sous différentes formes. Il peut y avoir un même trauma qui va s'exprimer différemment. Ok. C'est possible. L'argent? L'argent, la capacité, je suis une femme qui crée son entreprise. Personne n'a fait ça auparavant. Donc ça, c'est aussi sortir des loyautés familiales. Les loyautés familiales, c'est un peu les règles de la famille. C'est dans la famille, on fait comme ça. Et finalement, quand on en sort, vu que de manière très archaïque, la famille, c'est un clan et qu'on est censé suivre les règles de la famille, parce qu'à une époque, ça assurait notre survie. Fallait surtout pas sortir du clan. C'était très clanique, familial comme ça. Mais finalement, quand on sort de ces règles-là, c'est comme si on se mettait en danger ou qu'on mettait en danger sa famille. Donc là, c'est pas plus ou moins... Moi, ça a été quand même à peu près. Par contre, il y avait cette croyance que l'argent pourrissait les gens. Ça, je l'ai eu longtemps. Et quand j'ai créé By Esprit Naturel, j'étais là, mais moi, je veux mettre au service des gens. Je ne peux pas demander de l'argent pour ça, quoi. Ouais. C'était vrai. Et ça, je l'entends encore. Il y a beaucoup de thérapeutes qui ont eu effectivement cette problématique-là existentielle. Et parce que finalement, on donne une certaine couleur à l'argent, et donc c'était vu pour moi comme quelque chose de très négatif. Donc j'ai fait ce travail de redonner sa neutralité finalement à l'argent et de voir que ça pouvait servir de merveilleuses choses, au contraire. Et alors donc la problématique de l'argent que vous aviez chez vous, et il a fallu remonter jusqu'où pour se rendre compte qu'il y avait un problème avec ça? Pas loin, parce que... Mon père. Bon voilà, donc... Non, parce que, encore une fois, ma grand-mère, femme forte qui doit travailler de nuit pour élever 5 enfants toute seule. Voilà, c'était quand même un sujet. L'argent, ça reste un sujet. Le matériel, ça reste un sujet. Ça reste une inquiétude. J'étais pas au stade où je pouvais pas gagner du tout d'argent, mais c'est comme s'il y avait un plafond qui faisait que je peux pas faire plus que certaines personnes de ma famille par loyauté, en fait. Et ça, on le retrouve souvent. Comment est-ce que je peux
faire plus, faire mieux, entre guillemets, que certaines personnes de ma famille, je vais les trahir inconsciemment. Vous parliez tout à l'heure du côté positif de ce que l'on peut hériter également de nos aïeux. Je pense à des gens qui réussissent financièrement, par exemple, dans leur vie, dans l'entrepreneuriat ou autre. Ça veut dire qu'ils ont hérité de quelque chose qui s'est déjà présenté dans leur histoire, avec des gens qui ont eu des mêmes richesses ou des mêmes... Pas forcément. Non ? Pas forcément. J'en ferai pas quelque chose d'aussi catégorique, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est surtout si je vois quelqu'un qui a réussi, qui a beaucoup d'argent, ce qui va m'intéresser dans son histoire, c'est comment il le vit, en fait. Au-delà du fait qu'il gagne beaucoup d'argent, comment il le vit, comment c'est vécu, parce qu'il y a plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont pas heureux. Qui sont pas heureux, clairement. Et qui, moi, j'ai déjà vu des histoires de personnes qui ont beaucoup d'argent et qui n'y touchent pas. Donc ça, c'est très intéressant. J'adore en formation donner des exemples de personnes qui gagnent au loto et qui font en sorte de tout perdre très vite. Parce qu'il ne faut surtout pas garder de l'argent. Aussi, il y a des faillites derrière. Ouais, exactement, donc c'est ça, finalement, qui dans les histoires d'argent, qui pour ceux qui en ont beaucoup, qui va être intéressante. Qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'il y a une peur derrière? Est-ce qu'on garde, on amasse, on met de côté? Parce que ça aussi, des problématiques liées au manque, période de guerre, etc. Les gens qui accumulent, qui ont très peur de demain, ce qui peut se passer demain, c'est aussi très parlant. Donc ça va être vraiment ce qui va être vécu autour de ça. Vous parliez de votre fille. Le fait d'avoir fait ce travail sur vous, ça veut dire que votre fille est peinard? Non. Et non, j'aimerais bien. Donc ça veut dire qu'elle devra faire aussi ce travail. Alors déjà, je suis pas le seul parent. Et puis de l'autre côté, il y a aucun travail qui est fait. Donc déjà d'une part, bon bah voilà. Bon, ok. Et d'autre, on peut pas effacer l'ardoise totalement puisqu'elle a des choses à vivre. Moi, je le vois déjà dans l'image qu'elle a des hommes, et en même temps, bon bah avec le père qu'elle a eu, ça n'a pas aidé évidemment. Elle a son histoire aussi. Je vois déjà, bon, elle a 13 ans et demi, donc c'est des choses dont elle commence à parler, etc. Où elle fait des petites blagues et tout. Je perçois déjà certaines choses. Donc il va falloir l'accompagner. Mais c'est fou ça, parce qu'on dit qu'une fois qu'on a fait ce travail, on a cassé la chaîne. Bah non. Oui, mais il y a ce qu'elle vit elle aussi, qui a besoin d'être transmutée. Et elle, ce qu'elle a vécu, c'est qu'elle a été abandonnée à sa naissance. Elle connaît son histoire, elle sait que son père était violent, etc. Donc elle a besoin aussi de digérer ça, elle a besoin de faire son processus là-dessus. Et ce sera probablement plus facile que moi, puisqu'il y a déjà un travail qui a été fait, mais elle doit quand même faire son petit travail. Lui, en l'occurrence, son père, il devrait faire ce travail aussi, pour le coup. Bah, ce serait bien, mais alors là, bon. Bon, c'est autre chose. No comment. C'est autre chose. Ça s'appelle By Esprit Nature Réel. Réel, oui. Voilà, Nature Réel, c'est important. Oui. Et aujourd'hui, vous formez? Et aujourd'hui, je forme, parce que finalement, je me suis dit, mais c'est tellement, en fait, la psychogénéalogie permet tellement d'aller plus loin et concerne tellement tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas réservé à une certaine catégorie de personnes. Tout le monde peut être concerné par le transgénérationnel. Et donc vraiment, mon envie, c'est que ce soit de plus en plus connu, que l'analyse transgénérationnelle se développe. Et ça peut vraiment être un complément à tout type de thérapie ou de coaching. Je suis d'accord. Donc moi, les personnes que je forme, ça va être des kinésios, des coachs, des énergéticiennes. C'est un outil supplémentaire. Exactement. Ouais, sur la palette. Exactement. Mais vous avez dit à l'instant, vous dites tout le monde peut être, comment vous avez dit, tout le monde peut être touché par la... Oui, impacté par le transgénérationnel, oui. Tout le monde est impacté. Oui. Oui. On part du principe que quand on naît, on n'arrive pas comme une petite toile blanche. C'est ça. Donc déjà, on arrive, et ça a été prouvé par l'épigénétique, c'est-à-dire que quand il y a un trauma, ils ont quand même prouvé que quand il y a un trauma dans l'histoire familiale, ça ajoute une information au génome. Donc notre ADN, il reste intact, mais ça ajoute une information. Donc déjà, à la naissance, on arrive avec le petit baluchon. Ouais, clairement. Qui va venir se remplir avec les expériences, avec les périodes de vie, qui va venir se valider, c'est-à-dire que toutes nos croyances, on va les valider dans l'expérience. Et le problème en thérapie, on va dire classique et coaching, c'est qu'on va dire, bon Jen, si t'as un problème avec les hommes, c'est parce que t'as vécu ça quand t'avais 22 ans, en fait. Et là, on s'arrête là. Alors qu'il fallait aller plus loin et regarder le transgénérationnel. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, dans toute thérapie et tout accompagnement, va permettre d'aller beaucoup plus loin et d'apporter une vraie transformation qui va durer sur le temps. Et aujourd'hui, vous accompagnez surtout les femmes? J'accompagne surtout les femmes, ouais. C'est vraiment, c'est quelque chose... les blessures des lignées féminines, c'est quelque chose qui me passionne, qui me parle évidemment. Ouais. Donc je pense que j'attire surtout des femmes et j'ai tendance à travailler davantage avec les problématiques qui touchent les femmes. Mais évidemment, ça touche tout le monde. Bon. Les hommes ont leur lot aussi. Oui, j'imagine. Est-ce que, aujourd'hui, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait tout ce travail et ça a changé votre vie? Moi, j'ai changé de vie il y a à peu près 6-7 ans quand j'ai tout plaqué. J'étais fonctionnaire dans une vie à 100 à l'heure, pas loin de Paris. Donc, j'ai tout plaqué. J'ai
arrêter ce travail, créer by Esprit Naturel, enlever ma fille de l'école, on est parti voyager. Wow. Et ça a été un changement énorme, mais qu'est-ce que je suis heureuse dans cette vie, quoi. Vraiment. Ouais. Donc vous avez cassé les chaînes, vous êtes réconciliés. Ah bah là, je suis libre. C'est clair que je suis un oiseau libre maintenant. Et je fais ce que je veux, et je le revendique. Voilà. Praticienne et formatrice en psychogénéalogie. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec alors Jane, puisque visiblement on dit ça comme ça maintenant. Oui. Vous préférez. Donc on enlève le IFR. Ah ouais, là il y a plus rien. À la fin, il ne reste plus grand chose. Le J. Voilà. Si vous voulez rentrer en contact avec vous n'hésitez pas. Vous mettez tout cela. Non, il y a une vraie prise de conscience, je pense, à avoir. Oui. Et peut-être, c'est peut-être pas. C'est pas une bonne idée, je pense, que alors c'est facile à dire, hein, que de se recroqueviller sur soi en disant. En se flagellant en permanence, ça marche pas, ma vie, je suis comme ceci, il se passe des trucs, pourquoi j'ai pas d'argent, pourquoi je tombe pas amoureux, etc., quoi. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. On n'est pas là, on n'est pas venu juste pour subir, on n'est pas venu pour souffrir. On n'est pas venu pour subir comme ça ce fardeau. Et d'ailleurs, j'aime bien quand je dessine un génosociogramme, donc un arbre généalogique qui va être plein d'infos en psychogénéalogie. Souvent, je dis aux personnes que j'accompagne, donc de manière classique, en général, on est en bas, et il y a toute l'arborescence de la famille qui vient au-dessus, les grands-parents, etc. Et je dis toujours, en fin de processus, redessinez votre génosociogramme, mais à l'envers. Cette fois-ci, vous n'êtes plus en train de porter le poids de la famille, mais vous êtes porté, vous êtes en haut, et c'est votre famille qui vous porte. Et donc, on retourne finalement la situation. Et donc, c'est pas une fatalité, on peut être porté aussi par son histoire familiale. Waouh, c'est puissant, bravo. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup, Jennifer. Retournez au soleil. Parce que je crois que vous vivez au soleil. Hein. J'en ai amené un peu ici. Oui, on en a bien besoin. Et puis évidemment, votre phrase d'accroche qui était « Et si la clé de votre libération émotionnelle se cachait dans votre héritage transgénérationnel ?» Autant répondre oui tout de suite. Oui, j'y crois profondément. Mais je pense aussi, évidemment. Merci beaucoup, Jennifer. Merci, Marc. Merci infiniment. Vous commentez, vous partagez avec bienveillance comme toujours. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.